Bonjour à tous. Bonjour. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui. On va attendre une petite minute ou deux, le temps que d'autres personnes nous rejoignent. Vous pouvez vous faire un petit café, un thé en attendant. Mais voilà, juste pour laisser le temps aux personnes d'arriver et on va commencer dans une minute. Et pour répondre tout de suite en direct aux questions, on aura bien le replay qui sera disponible après cette présentation, si besoin. Bonjour à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. Bonjour, bonjour. Alors, je vous propose de commencer. Donc, bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire qui devrait durer 45 minutes environ. Moi, c'est Charlotte de Villers. Je suis responsable marketing chez le DIDU et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour. Et donc aujourd'hui, nous allons parler des enjeux de l'IA en 2024. On vous partagera notamment le retour de Benoît suite à sa participation au CES avec la délégation Team Naki, donc composée de la French Tech Bordeaux, de la CCI internationale et de la région Nouvelle-Aquitaine, puisque notre siège social est à Bordeaux. Et nous invitons tous les participants à poser vos questions dans le chat. Donc, vous avez le chat sur votre droite. N'hésitez pas à poser toutes les questions, on y répondra à la fin. Et voilà, on aura environ 15 minutes normalement pour répondre à toutes ces questions. Et je laisse donc maintenant la parole à Benoît pour se présenter. Merci Charlotte. Du coup, moi c'est Benoît Végnot. Je suis chez Didu depuis 2019 en tant que CTO. Sur la partie innovation et la partie purement technique sur tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui au niveau d'IDU. Donc aussi bien sur la partie IA générative, mais sur la partie NLP, NLU et autres. Et aussi toute la partie intégration de nouveaux usages au sein de la solution, nouveaux usages, nouvelle architecture et autres. Voilà. Super, merci Benoît. Donc du coup, quelques mots sur Didu. Donc Didu, on est expert en IA conversationnelle pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore. On existe depuis bientôt 15 ans, et donc bien avant la mode des chatbots. Et on propose des solutions de chatbots et de callbots. On a une plateforme no-code, plutôt orientée métier pour concevoir, gérer, déployer des bots de la manière la plus intuitive possible. On a plus de 160 projets actifs et on accompagne plus de 70 clients dans des secteurs très variés comme les télécoms, le service aux entreprises, des banques, des assurances, dans l'énergie, le secteur public également, sur des projets autant de relations salariées que de relations clients. Voilà, donc ça, c'est pour se présenter rapidement. On est également reconnu comme vétéran par la French Tech Bordeaux pour accompagner les startups et nous en sommes très fiers. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet avec Benoît, notamment sur le CES, je voulais vous présenter quelques chiffres pour vous illustrer à quel point, enfin c'est un secret pour personne, que le marché de l'IA est en pleine expansion. Et j'ai trouvé ces chiffres vraiment très parlants et qui illustrent cela. Donc, en 2023, au niveau mondial, les entreprises ont dépensé environ 19,4 milliards dans les technologies d'intelligence artificielle générative. Et selon l'International Data Corporation, ce montant devrait doubler cette année, donc en 2024. Toujours selon donc, une étude de Forrester,
Les entreprises dépenseront collectivement 79 milliards de dollars par an pour des applications destinées à stimuler l'automatisation et la productivité, et en particulier dans les secteurs de la sécurité, de la santé et du contenu marketing. Une autre étude par Insight Enterprise, cette fois-ci, montre que 2/3 des chefs d'entreprise déclarent que leur société a déployé des outils d'IA générative privés et sécurisés pour le personnel, et 64% déclarent que leur département a été en charge d'identifier les cas d'usage pour leur entreprise. Donc, c'est peut-être votre cas aussi d'ailleurs, et c'est peut-être pour cela que vous êtes là aujourd'hui. Nous, en tout cas, chez Didu, on le ressent très, très fortement depuis l'année dernière, principalement, dans toutes les demandes qu'on a de nos prospects. Il y a vraiment, l'IA générative revient à chaque fois. Ça, c'est sûr. Je suis assez d'accord avec toi, Charlotte. Et il y a aussi, pas que des prospects, mais des clients, en fait, Tout à fait. qui demandent aussi bien d'époque sur diverses et variées, sur l'IA générative ou sur la recherche sémantique ou autre, qu'on a adressé aussi aujourd'hui et qu'on est capable d'y répondre. Exactement. Et un des derniers rapports de Bloomberg Intelligence estime le marché de l'IA en 2032 à 1300 milliards de dollars. Je dois me concentrer pour le dire tellement je trouve que c'est complètement énorme. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous aussi, mais 1300 milliards en 2032, je trouve ça aussi pareil, totalement démesuré, sachant que même si l'année prochaine on est en 79 milliards de dollars, du coup en 2025, j'ai du mal à voir en fait le différentiel de quelques années de plusieurs milliards en fait de dollars. Voilà. C'est vrai que ça nous paraît énorme. Après, quand bien même ça reste une estimation, mais ça montre quand même que c'est un marché en plein boom, en pleine expansion, et qu'il y a encore de nombreux enjeux. Et c'est tout le sujet de ce webinaire. Donc Benoît, tu as participé au CES 2024 en tout début d'année, donc c'est loin d'être ton premier CES. Oui. Et on s'attendait donc à un véritable raz-de-marée d'innovation en matière d'IA. Et justement, en préparant ce webinaire, tu me disais que tu avais été principalement déçu du manque d'effet waouh. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes premières impressions? Oui, bien sûr. Alors, oui, j'ai pas eu d'effet waouh depuis quelques temps maintenant. Pour une petite info, en fait, c'était ma 10e participation cette année. Donc voilà, j'ai connu l'avant-Covid et l'après-Covid en fait du CES. Là, c'est le vrai retour à la normale, on va dire, en termes de participation, en termes d'exposants ou autres, ou en termes de visiteurs en fait au niveau du CES. Donc c'était plutôt bien en termes de volume de participation, si bien exposants et visiteurs. Mais on ressent quand même en fait on va dire un certain ralentissement en fait dû au Covid, qui a fait que il n'y a pas autant d'innovation, il n'y a pas autant d'effets waouh qu'avant. Après, ça va revenir, je pense. Mais voilà, entre ce qui a été présenté et ce qu'on a réellement vu, en tout cas, moi j'attendais par rapport aux différentes affiches sur la partie IA générative, énormément de choses en fait sur l'IA générative. Et au final, je me suis aperçu qu'il y a énormément de personnes qui utilisent l'IA générative, mais qui la rendent pas plus exploitable. Donc aujourd'hui, on va en parler après, mais on a énormément de problématiques en fait sur l'utilisation de l'IA générative, aussi bien des problématiques RGPD, mais des problématiques de ressources ou autres. Et ça, j'ai pas vu réellement d'entreprise qui adressait en fait ces différentes problématiques de façon réelle en fait, de façon palpable au CES en tout cas. Et il y a de belles innovations encore une fois, mais pas d'effet waouh. Après, on revient à la normale après le Covid. Je pense que les recherches ont été en stand-by, y compris en fait les recherches hardware ou software. Mais voilà, il y a plusieurs choses où on a besoin en fait de composants, on a besoin de choses en fait dans les différents périphériques aujourd'hui pour adresser l'innovation dans certains cas. Et cette année, en fait, ces 2 ans où il y a eu des pauses dans la recherche, ont fait que aujourd'hui, voilà, pour moi, il n'y a pas d'effet waouh, mis à part, on va peut-être vous parler en fait de l'écran transparent, mais c'est une techno qui existe depuis assez longtemps. C'est juste que on a réussi à l'intégrer au grand public.
Mais voilà, pas d'effet waouh en tout cas. Et moi, j'attendais beaucoup sur la partie IA générative et pas d'effet waouh non plus. Voilà. Oui, et en plus, du coup, ce qu'on regardait toujours en préparant ce webinaire, et puis toi, tu as pu aussi te renseigner des différents briefs, c'est vraiment un sentiment qui a été partagé par beaucoup, déjà avec la délégation Team Naki, mais pas que. Oui, et par beaucoup, aussi bien sur les premières fois en fait au CES. Donc la plupart du temps en fait, moi je me rappelle de ma première fois au CES, c'était waouh, j'arrive. Déjà, on est dans Las Vegas, c'est une ville où la démesure est le premier mot en fait quand on la voit pour la première fois. Et au final, très déçu en fait du CES, des déceptions. Bon, il y a certes de belles innovations, il y a de belles innovations en e-santé, il y a de belles innovations partout, mais on ne sent pas en fait l'effet waouh. On se dit pas waouh, ça c'est une innovation de demain, ça va faire le buzz en fait 2024. Et en fait, il y a des innovations qui ont fait le buzz, mais après on y reviendra. Je trouve pas que ce soit réellement des innovations qui peuvent faire le buzz, ou j'ai pas réellement compris pourquoi ça a fait le buzz. Alors, justement, parlons-en de ces entreprises qui ont fait le buzz, ou en tout cas qui ont attiré l'attention. Tu en as shortlisté 5 entreprises dont tu aimerais nous parler. C'est ça. Donc déjà, il y a 3 premières entreprises. Donc il y a 5 au total. Donc 2 entreprises qui ont fait le buzz avec leur technologie, et 3 qui n'ont pas forcément fait le buzz, mais je pense que c'est des entreprises qui adressent réellement les besoins qu'on peut avoir pour l'IA de demain. Donc, utiliser en fait l'IA générative. Donc, la première, ça va être Uncov AI, qui permet, c'est une solution qui permet de détecter en fait le contenu génératif. Donc aujourd'hui, typiquement, si vous avez un rapport en fait d'Accenture sur le bureau, un gros Word, on va dire de 50, 60, 100, 200, 300 pages, vous passez à cette solution et elle est capable de vous détecter en fait quels sont les contenus qui sont générés par l'IA générative. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Ça permet on sait très bien ce que ça coûte un rapport d'Accenture. Donc si 70% du document ou 90% du document est fait en fait avec du ChatGPT, autant utiliser directement ChatGPT, ça va plus vite et ça coûtera bien moins cher. Donc ça c'est la première solution. Après, bien sûr, il y a des dépendances de seuil. Donc en fait, c'est des problématiques en fait de modèles, de mathématiques et autres. Mais il y a beaucoup d'ajustements de fait qu'en fait que les modèles évoluent énormément, le fine tuning aussi des différents modèles. Donc on peut avoir un petit problème de fiabilité à long terme, mais j'ai de bon espoir en fait dans ces technos. Je pense que prochainement, ça peut être une entreprise à suivre et une techno à suivre parce qu'on en aura besoin. Voilà. Est-ce que c'est une entreprise française, européenne? Oui, c'est une entreprise française. Okay. C'est une entreprise française. Pour le moment, ils sont 2. Avec 2 personnes très sympathiques avec qui j'ai échangé, qui n'étaient pas du tout dans la dédication French Tech, ni voilà, vraiment pas du tout dans le pavillon France. J'avoue, je les ai trouvés un peu par hasard en me baladant en fait à l'Eureka Park. Et au final, c'était une bonne découverte. Voilà, 2 personnes très sympathiques sur le stand qui donnent envie d'échanger. Donc ça, c'est assez agréable. Voilà. La deuxième entreprise, c'est Devana. Donc c'est une plateforme qui permet de déployer des LLM. Ce qui est pas mal, c'est que on a besoin de tester différents modèles, donc du Llama, du Mistral ou autre. En fait, en quelques clics, on est capable de déployer en fait notre modèle, notre solution et consommer les API. Donc ça, j'ai trouvé ça sympa. Ça adresse vraiment aujourd'hui la problématique de OK, j'aimerais bien tester avec des problématiques RGPD, des problématiques en fait sur mon infra ou une infra en fait SaaS, mais ça aussi, c'est une entreprise française, donc avec des restrictions de RGPD et autres. Donc, on est dans le cadre en fait de je peux utiliser sans problème la techno sans que ça soit déporté sur des Google, sur des AWS ou autres. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, c'est des fonctionnalités robustes qui demandent quand même un certain apprentissage sur le déploiement en fait de ces technos. Mais voilà, aujourd'hui, je pense que ces 2 entreprises sont vraiment en fait ce qu'on cherche en termes comment demain ces solutions vont permettre en fait l'exploitation de l'IA de façon plus facile et plus sécurisée. Voilà. Et il y en a une troisième qui est une entreprise coréenne, qui est VieSSL.ai, qui permet en fait d'optimiser vos entraînements et de fine tuning. Donc là, malheureusement, c'est pas forcément RGPD parce que les différents modèles
doivent transiter en fait sur différents serveurs. En revanche, pour ceux qui ont déjà en fait entraîné des modèles, c'est la galère en fait de temps en temps pour des problématiques en fait de mémoire graphique, pour des problématiques en fait de laisser en fait son PC allumé ou le serveur allumé, ou d'autres personnes doivent se connecter dessus ou ont besoin du serveur. Donc voilà, ça permet assez facilement d'adresser cette problématique de fine tuning. En ayant des instances fiables qui permettent du coup d'adresser en fait en fonction du fine tuning nécessaire la puissance serveur et la puissance derrière. Donc ça c'est aussi intéressant. Voilà. On est vraiment dans 3 entreprises qui adressent comment demain les rendre l'IA générative et les différents modèles plus exploitables. Et là, on y est. Voilà. Et c'est ce que j'ai ressorti aujourd'hui du CS dans ces 3 entreprises-là. C'est, on va dire, c'est le 3 du haut du panier qui me permet en fait de dire que c'est ce qu'on va rechercher demain sur l'IA générative et pas forcément que consommer du ChatGPT ou autre. Voilà. Ok. Donc, 3 entreprises à suivre. C'est ça. Et après, il y a 2 autres entreprises qui ont fait le buzz. Donc, Rabbit et Rhin. Ils font un petit device qui permet en fait de tout contrôler avec la voix. Donc c'est génial. Franchement, à première vue, on se dit waouh, c'est génial, on va l'utiliser, ça va être trop bien. Donc globalement, c'est voué demain à remplacer le smartphone. Donc plus d'iPhone, plus d'Android, plus rien. On est capable en fait de tout contrôler, de commander son taxi avec la voix ou autre. Sauf qu'il y a quand même des limites. Donc pour avoir testé en fait ce petit outil en live. En gros, j'ai essayé de réserver un hôtel. Donc, il y a toutes les problématiques qu'on a aujourd'hui et que nous, on adresse avec nos solutions. C'est des problématiques les noms propres, les problématiques de ville, les problématiques OK, ça va fonctionner très bien pour Paris, Bordeaux et autres. En revanche, si vous avez une ville, Saint-Jean-sur-Marne ou autre, là, ça va être très compliqué pour, du coup, la compréhension de la voix, la retranscription de la voix, et après inversement. Donc là, il y a encore des limites techniques sur cette partie-là. Donc, Rabbit R1, certes, c'est vraiment une rupture et un autre usage et adresser en fait une nouvelle fonctionnalité en fait, une nouvelle façon d'utiliser les différents devices mobiles. Sauf qu'aujourd'hui, voilà, c'est pas quelque chose qui sera fiable à 100% et c'est pas quelque chose on va pouvoir faire tout et n'importe quoi, justement par rapport à ces limites-là de compréhension du langage, de retranscription du langage et de tout ce qui est nos propres et autres. Et je pense que dans d'autres langues, typiquement le mandarin ou autre, on peut aussi avoir des blocages, voilà, à ce niveau-là. Est-ce que c'est censé remplacer notre smartphone? Comment est-ce que c'est positionné Alors, c'est censé remplacer notre smartphone. Donc, ils ont fait vraiment le buzz. Ils ont eu énormément de commandes. Ils s'attendaient je crois que c'est quelques milliers de commandes. Et en fait, ils ont eu plus de 100 000 commandes, en fait, précommandes et autres. Donc, ça a vraiment fait le buzz. Mais j'ai vraiment du mal à voir et à comprendre en fait comment ça peut marcher, en tout cas aujourd'hui avec les limites qu'on a aussi bien en utilisation de ChatGPT ou autre sur ces devices-là. Voilà. Ouais, ça va être intéressant de suivre l'après quand les personnes auront leurs commandes, quelles vont les utiliser. C'est exactement ça. Et surtout comment ils arrivent aussi à adresser ces problématiques. Ouais. Donc clairement, si demain ils trouvent une solution qui gère l'intégralité de tous les noms propres, qui gère l'intégralité de tous les noms de villes ou autres, aussi bien, mais dans le monde, pas que en France, mais vraiment dans le monde. Mais j'ai hâte de voir et j'ai hâte de savoir comment ils ont fait, parce que ça peut être assez intéressant, même pour nous, de voir cette techno. Voilà. Oui, tout à fait. Le deuxième petit outil, c'est Plo. Ils font un magnétophone, pareil. Donc ça permet, vous le mettez en salle de réunion, au milieu de la table de réunion. Et ça permet aussi de retranscrire tout ce que vous dites en fait pendant votre réunion. Donc moi, je trouve ça assez bien parce que ça évite d'avoir un greffier à chaque réunion. Donc pour ceux qui font beaucoup de réunions, je pense que c'est vraiment pas mal. C'est géré aussi c'est géré directement avec ChatGPT pour le coup. Et c'est capable aussi d'identifier l'interlocuteur.
pendant le live, ça fonctionnait pas trop, mais en tout cas voilà, de savoir en fait qui a parlé à quel moment, en tout cas pas forcément qui a parlé, mais faire des interactions différentes au sein de la retranscription pour voir en fait que c'est une autre personne avec un autre timbre de voix qui a parlé. Donc c'est pas mal. Et là c'est pareil, pour la techno on a les mêmes limitations en fait que Rabbit-Terrain, les problématiques en fait de spécificité métier en fait quand vous êtes en réunion. Typiquement, pour travailler en fait dans l'informatique et faire énormément de réunions assez techniques sur l'architecture ou autre, je sais très bien que la plupart en fait des Docker ou autres, ou même des solutions qui sont bien plus complexes à prononcer, je pense que voilà, il y aura des limites en fait à ce niveau-là pour la transcription automatique. Voilà. Oui, bien sûr. Oui, bon, on peut tout à fait l'imaginer. Et ça reste un gros point, la compréhension extra fine du langage humain avec toutes ses spécificités, les différents accents. Est-ce qu'on, j'imagine sur Mâche nos mots, qu'on parle vite. C'est ça, c'est ça. Un enjeu. C'est exactement ça. C'est notre enjeu aussi au quotidien pour notre solution Callbot, c'est sûr. Après, sur notre partie à nous, on a un autre avantage, c'est qu'on a aussi notre moteur NLP qui permet aussi de détecter ou d'approcher en fait certaines phrases, certains mots, ou d'identifier aussi des formulations différentes ou autres. Et ça, on y viendra après. Mais voilà, ça, il y a des axes de progression. C'est clairement pas aujourd'hui sûr à 100%. Mais en tout cas, on y tend et je pense que demain, en fait, ça sera plutôt très bien. Non, c'est super intéressant. Merci de nous avoir shortlisté ces entreprises-là qui seront à suivre. Donc, et alors, on a beaucoup parlé de ChatGPT, du fait que de nombreuses entreprises, notamment la OCES, tu disais que presque 90% des entreprises utilisent ChatGPT pour l'enrichissement conversationnel. On peut se dire c'est super parce qu'on a tous adoré et on adore peut-être tous encore ChatGPT. Oui. Mais voilà, on sait que c'est pas forcément une option. En tout cas, nous, chez Didu, pour nos clients, ça l'est pas parce que les données sont pas du tout, sont pas sécurisées. Oui, en fait, c'est bien en fait. ChatGPT, l'utilisation de ChatGPT, c'est très bien parce que c'est facile, ça va vite. On se pose pas la question, on consomme les API, que ce soit sur la partie ChatGPT ou GPT, ça marche tout de suite. Sauf que et que ce soit les entreprises françaises ou les entreprises étrangères ou européennes, donc étrangères c'est encore autre chose sur la partie américaine ou autre, mais il y a quand même une certaine problématique aujourd'hui. On n'est pas capable en fait, en tout cas nous Didu, de proposer à certains de nos clients du ChatGPT à 100% ou même sur des données sensibles pour les problématiques de RGPD. Donc oui, c'est hyper efficace. Que ce soit du GPT, enfin ChatGPT 3.5 ou 4, c'est très efficace. En revanche, il y a plusieurs pays qui se demandent en fait s'ils vont pas interdire du coup l'utilisation du ChatGPT par rapport en fait aux données personnelles, par rapport en fait à tout ce que ça peut engranger en termes agrégé en termes de données. Donc voilà, il y a quand même cette problématique aujourd'hui de la partie ChatGPT et RGPD, et il y a aussi d'autres problématiques qui sont désastreuses comme les infras et la consommation en fait subventionnée de façon hyper importante. Aujourd'hui, une infra comme ChatGPT, ça coûte entre 800 et 1 million de dollars par mois. Donc voilà, après, que dire des problématiques en fait de consommation électrique, de RSE ou autre, qui certes c'est performant, mais il y a les à côté aussi qui sont quand même assez problématiques. Voilà. Oui, tout à fait. Donc oui, de belles innovations présentées dans tous les secteurs, mais pas d'effet waouh. Voilà, pas d'avancée technologique, enfin pour moi majeure par rapport à ce que j'attends. Alors est-ce que c'est parce que maintenant j'y vais peut-être tous les ans depuis trop longtemps, donc du coup je vois plus les avancées technologiques, ou est-ce que je me fais vieux et du coup je suis de plus en plus tatillon, on va dire, sur la partie effet waouh. Après, il y a beaucoup de prototypes présentés en phase de recherche. J'ai détecté en fait au sein de la délégation plusieurs visiteurs, ou même pas forcément qu'au sein de la délégation Team Naki, mais on va dire sur l'ensemble du pays en France, des sociétés qui sont en tant que visiteurs, qui cherchent à tâter le terrain
Et je pense qu'en 2025, on risque d'avoir de belles innovations de ces entreprises-là. Voilà, j'en ai une en tête qui peut clairement faire le buzz et j'espère qu'il pourra présenter en 2025 parce qu'il y a d'autres problématiques en fait de batch, de hardware ou autre. Donc voilà. Je pense que c'est une belle entrée en matière le 2024, on va dire la bonne reprise en fait de l'après-Covid. J'espère que 2025, ça sera vraiment sur les chapeaux de roue et qu'on va enfin retrouver le CS qu'on avait avant. Voilà. Ouais. Non, c'était super intéressant. Et puis, effectivement, à voir pour la suite, à voir l'an prochain. On se rend compte du coup quand même qu'il y avait beaucoup d'attentes autour de ce CES sur tout ce qui gravite autour de l'IA. Tu en as parlé notamment en termes de ressources, de fiabilisation, la réduction de la latence. On peut donc dire que ça reste encore les gros enjeux de l'IA en 2024. Justement, je te propose, Benoît, c'est qu'on en dise un peu plus. Tu en as déjà un petit peu parlé, mais on peut détailler un peu. Voilà, on va résumer là un peu tous les gros points qui, pour nous, sont encore les gros enjeux en 2024 et pourquoi. Oui. Alors, on va pas dire qu'il y a de première ou de dernière en fait. Tous ces points sont importants pour moi. Ouais. Ils sont rangés comme ça parce que ils ont été rangés comme ça, mais même les points suivants sont très importants. Sur la partie fiabilisation, on a quand même, nous Didu, on a rencontré beaucoup de problématiques en fait sur la partie fiabilisation par rapport à la détection des hallucinations ou autres. Aujourd'hui, typiquement, moi, je m'attendais en fait au CES 2024 de trouver des entreprises justement qui adressaient ce type d'usage, enfin ce type de problématique en fait, pardon, sur l'IA générative, la fiabilisation. Quand on demande aujourd'hui, bon, c'est peut-être plus le cas, mais à certains modèles, la valeur d'une nutritive d'un œuf de vache, il va nous sortir en fait sa valeur nutritive. Donc c'est pas possible en fait d'avoir ce type d'erreur. Ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, chez Didu, nous on va mixer en fait la partie IA générative, mais avec notre moteur historique, qui va permettre justement de fiabiliser cette partie-là sur la détection d'hallucinations ou autres, de rester dans un contexte bien cadré, qui nous permet du coup d'améliorer en fait ces hallucinations, enfin les améliorer, de les éviter au maximum, et aussi le mixer avec notre techno à nous de compréhension du langage naturel. Donc on a réussi, on va dire, à trouver le bon mix pour faire justement la rendre plus fiable. Il y a encore des choses à faire, il y a plein de choses à faire, et pas forcément que dans notre métier. Et je pense que ça va être l'un des enjeux 2024 de justement la rendre plus fiable, parce que il faut que ça soit fiable. On peut pas se dire demain on va l'intégrer les yeux fermés en fait dans les solutions ouvertes au public ou sinon des solutions qui permettent d'adresser certains usages comme des commandes, je sais pas quoi en fait sur internet, sans que ça soit fiable à 100%. Parce que demain vous voulez commander peut-être un canapé ou autre avec une IA générative et vous allez recevoir une télé parce qu'en fait il a pas compris que c'était un canapé que vous vouliez recevoir. Voilà. Là j'exagère un peu, mais voilà, on peut avoir ce type de comportement sans, on va dire, borner aujourd'hui et fiabiliser au maximum l'IA générative. Il y a un autre point qui va être la partie performance. Donc c'est l'amélioration de la performance. Aujourd'hui, on a quand même une problématique, c'est comment adresser et comment rendre l'IA performante. Bon, certes, vous pouvez rajouter autant de serveurs que vous voulez et autant de puissance en fait graphique. Donc ça, c'est une solution, mais on va voir après que c'est une autre problématique en fait de ressources et RSE. La performance, c'est aussi réduire la latence. Réduire la latence, nous, Didu, aujourd'hui, on l'intègre au chatbot. Donc, si vous avez 6, 7, 5 secondes, on va dire, de temps de réponse sur une partie de chatbox, c'est pas un problème parce que du coup, vous échangez et vous pouvez attendre. Et on a l'habitude d'attendre, en fait, au niveau d'un navigateur, la réponse, que ce soit, en fait, d'un humain ou d'un bot. En revanche, quand vous êtes au callbot, un trou de 5, 6, 7 secondes, ça commence à faire long. Parce qu'on n'a pas le même ressenti en fait à l'écoute et en fait ça a planté, qu'est-ce que ça a fait, est-ce qu'il va me répondre, comment ça se passe, voilà, il y a cette problématique là de performance à adresser aussi aujourd'hui. Ouais. Et tu vois, tu parlais effectivement donc c'est vrai que via chat on est plus patient à attendre quelques secondes. Mais il y a toujours là chaque année des études
qui montre le temps de patience qu'on a au chargement d'une page avant de quitter le navigateur, des choses comme ça. Et toujours, ce chiffre a tendance à se réduire. Je ne sais plus à combien de secondes on est, mais je crois que si en 4 secondes, la page n'est pas affichée, on va la fermer. Et je pense que pour un bot, même c'est pareil, c'est vraiment un vrai enjeu en termes d'expérience utilisateur de faire en sorte que l'échange y soit instantané. Puis c'est d'ailleurs la promesse d'un bot, même si on utilise les LLM. Non, mais c'est sûr. Et après, il y a dans le monde, enfin même tous les jours aujourd'hui, on est habitué de plus en plus à l'instantané. Et oui. Dans le monde du travail, aujourd'hui, on a Slack, Exactement. on a des emails, on a des pings, on a pas mal de choses. Que ce soit en fait dans le monde personnel, si vous avez envie de regarder un film, vous pouvez le regarder de façon instantanée en fait sur Netflix ou d'autres plateformes. Donc on sait plus attendre, mais ça c'est dû en fait à notre évolution aussi bien personnelle que professionnelle. Et on attend tout et on veut tout de suite. Mais voilà, c'est comme ça. Et donc du coup, pour adresser cette problématique-là de notre non-patience, si on peut dire ça comme ça, c'est rendre l'IA plus performante demain. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, les interconnexions, donc il y a pas mal d'enjeux sur les interconnexions, sur les problématiques en fait d'interconnexion dans Instagram, dans Facebook, dans WordPress ou différents CMS aujourd'hui. Et ça, il n'y a pas d'IA générative ou même de solution qui est capable de faire ces interconnexions aujourd'hui. Je trouve ça un peu décevant et je pense que ça va être un des axes demain, c'est faciliter les interconnexions entre différents produits. Parce que nous, on est tous hyper connectés, que ce soit sur Facebook, sur Instagram ou autre. Donc, avoir quelque chose qui est capable de dire, OK, vous avez fait un post sur Instagram, est-ce que vous voulez aussi l'envoyer sur WordPress ou sur, est-ce que vous voulez que je vous le corrige, est-ce que vous voulez que je vous génère en fait une réponse différente ou je vous fais en fait une traduction dans N langue. Donc ça, je pense que ça peut être pas mal demain d'avoir ce type de solution intégrée sur du WhatsApp ou autre assez facilement. Oui, complètement. Nous, c'est un gros sujet d'ailleurs aussi chez Didu, les interconnexions. Nos clients, ils ont besoin qu'on se connecte avec l'environnement de leur entreprise. Oui, il y en a beaucoup de demandes sur Teams, beaucoup de demandes sur différents en fait outils professionnels, parce que c'est on veut pas sortir et aller dans un navigateur différent en fait. On a déjà Teams installé et on veut consommer et avoir un bot en fait qui répond dans Teams. Et ça c'est normal, mais pas que là-dessus. On a d'autres demandes d'interconnexion. Typiquement, en fait, pour le callbot, sur des centrales téléphoniques externes ou autres. Et voilà. Ça, c'est les interconnexions, que ce soit en fait dans le monde de l'IA générative ou même dans le monde de tous les jours, sur nos besoins professionnels ou personnels, on en a besoin. Voilà. Oui, clairement. Et un des gros sujets aussi, les ressources. La ressource, ah oui. Ça la ressource, c'est quand même pour moi, c'est l'une des points les plus importants de cette slide. Consommer moins. Aujourd'hui, on n'est pas capable de consommer moins en fait pour être plus performant. On n'est pas capable de consommer moins pour être plus fiable, parce que forcément, pour être plus fiable, il faut utiliser des modèles de plus en plus gros. Il y a des modèles qui font plus de 50, 60, 70 gigas. Donc voilà, c'est des modèles qui demandent des ressources assez importantes. Mais les ressources importantes sont une problématique. C'est le gain de performance par rapport aux ressources consommées. Est-ce que ça vaut le coup? Moi, j'ai du mal à me prononcer là-dessus parce que on n'est pas capable aujourd'hui d'adresser en fait la problématique de ressources. Pour consommer en fait de l'IA générative aujourd'hui, on doit mettre les GPU en face, donc les processeurs graphiques. On n'a pas le choix. Je pense que la problématique de ressources sera adressée avec une autre type d'informatique, donc peut-être l'informatique quantique ou autre demain, mais aucun modèle aujourd'hui n'est capable de répondre et capable de s'intégrer en fait à ce genre d'ordinateur quantique. En tout cas, à ce jour, on verra bien si demain ça sera le cas ou pas. Voilà. Ou il y a peut-être d'époque, mais voilà, c'est pas encore adressé dans le grand public. Voilà. Oui, on a quelqu'un dans le chat qui a rebondi, du coup, qui a réagi, mais un peu plus tôt dans la présentation où tu parlais de combien coûte ChatGPT par jour. Et on a Benjamin qui nous dit ChatGPT, $700 000 par jour pour son utilisation.
700 000 $ par jour. Ouais. Ouais, du coup, on est là-dedans. Hein. En tout cas, on est sur cet ordre de grandeur-là et c'est quelque chose que on peut pas se permettre, comme on vient de dire, tant en termes de budget, ça paraît complètement fou, pour le gain en plus, et même pour les ressources. La problématique, c'est vraiment la problématique de ressources. Hein. Alors, je sais, il y a une autre problématique aussi de ressources qu'on a connue en fait les années antérieures, c'est sur la crypto-monnaie, le fait de farmer en fait de la crypto-monnaie. On s'est rendu compte que certains pays comme la Chine avaient des fermes entières en fait de GPU justement pour faire du Bitcoin ou autre. Et même c'est même le gouvernement chinois qui interdit du coup l'utilisation, le fait de faire des fermes en fait de crypto parce que ça consommait énormément d'électricité et puis ils n'étaient pas capables du coup de fournir assez d'électricité, ne serait-ce que pour alimenter ces fermes de crypto-monnaies. Moi, je trouve ça hallucinant en fait. C'est la partie ressources comparée aux gains ou même que ce soit en fait en IA générative ou en crypto-monnaie, c'est improbable aujourd'hui. Oui, non, super intéressant. En tout cas, je trouve que ce qu'on voit là ici, c'est en 2024, c'est pas encore assez abouti pour respecter toutes les contraintes, que ce soit RSE, RGPD en Europe, mais également en fait juste les attentes utilisateurs qu'on a en tant qu'utilisateur. On veut une techno qui nous comprend absolument parfaitement, on veut des infos fiables. Et il y a encore des gros enjeux à ce niveau-là. Donc, les attentes ne sont pas encore comblées. Mais moi, c'est ce qu'on disait toujours en préparant ce webinaire, c'est que finalement, chez Didu, on se rend compte qu'on n'est pas si mal en fait en termes d'avancée technologique parce que justement, ces points-là, nous, on ne va pas sortir quelque chose qui ne répond pas à tous ces critères. Donc, on veut vraiment répondre aux contraintes du marché et c'est vraiment indispensable pour nos clients. Donc, Benoît, si tu peux nous en dire justement un peu plus, comment Didu, alors on l'a déjà dit, mais comment Didu adresse les attentes de nos clients? Oui, alors sur la partie déjà propriété, donc nous on a plusieurs brevets déposés chez Didu. On a une solution propriétaire, donc notre NLP est entraîné depuis maintenant un peu plus de 14 ans, avec différents retours, y compris des retours aussi bien sur des TPE, PME ou même sur des grands groupes, qui permettent en fait d'avoir différents degrés, différents usages par rapport du coup au domaine d'activité en fait des entreprises. Donc ça, c'est le premier avantage en fait de Didu, ça va être d'avoir une solution propriétaire et plusieurs brevets déposés. Et après, nous, sur la partie propriété, on va pas intégrer en fait de l'IA générative pour intégrer de l'IA générative. Nous, l'important en fait chez Didu, ça va être vraiment la fiabilité en fait de la solution et qu'elle réponde en fait dans un cadre borné. J'en ai déjà parlé un peu avant. En gros, nous, on va faire le nécessaire pour cadrer au maximum tous les modèles qu'on peut utiliser, toutes les IA génératives qu'on peut utiliser, justement parce que on a l'attente de nos clients, c'est de répondre de façon le plus fiable possible. Et ça permet, de par nos différents retours d'expérience et nos années en fait sur cette solution Didu propriétaire ou autre, on est capable d'adresser ces problématiques en utilisant et en bornant le contexte en fait des IA génératives. Voilà. Après, il y a un autre point sur la partie sécurité. Donc nous, on fait l'IA générative aujourd'hui sur nos propres serveurs en France, avec bien sûr des problématiques de sécurité, parce qu'on a des audits de sécurité tous les ans sur l'intégralité de notre infra, aussi bien sur la partie callbot, chatbot, mais aussi IA générative, qui permet aussi d'être sûr qu'il n'y a pas une fuite, d'être sûr que pour des raisons X ou Y, on peut récupérer les données qui transitent ou autres. Donc c'est quand même la sécurité chez Didu, ça reste quand même un point très important. Et la partie compatibilité, aussi bien RGPD que HDS. Aujourd'hui, on est compatible HDS parce que l'ensemble des modèles sont hébergés sur nos serveurs en France et RGPD aussi. Donc, on est capable de gérer des données médicales aussi bien en fait que tout type de données parce que on est compatible à 100%. Voilà. Oui. Les IA intégrées, donc l'IA générative intégrée au sein de Didu, donc
Aujourd'hui, on aide à la création, typiquement à la création de bases de connaissances au sein de différents bots, que ce soit callbot ou chatbot. On aide à la recherche de synonymes. Ça évite du coup d'ouvrir une seconde page en faisant sur Google, ok, je cherche le synonyme de jardin. Et nous, notre solution l'intègre directement directement depuis notre interface en fait de gestion de bots. Et à partir de là, on dit jardin et c'est capable de nous dire en fait quels sont les synonymes de jardin dans plusieurs langues. Voilà. Et après les problématiques de formulation. Donc j'aimerais commander, je veux commander, je souhaite commander ou autre. Ça c'est capable aussi de donner des alternatives aux différentes formulations, qui permet du coup au bot d'être plus intelligent, à notre moteur d'être plus intelligent, parce que du coup, il va comprendre les subtilités qu'on peut avoir au niveau du chat, sans pour autant en fait faire appel à tout ce qui est NLU ou NLP derrière. Oui, et ce qu'on peut rajouter aussi pour cette partie-là, c'est que c'est un chantier en constante évolution parce que le marché évolue vite, les demandes également. Et c'est super intéressant parce qu'on co-construit aussi l'enrichissement de notre solution grâce à l'IA générative aussi avec nos clients. Donc, ce qui est possible aujourd'hui, il y a encore plein d'autres nouvelles choses qui seront possibles demain. Oui, c'est sûr. Et on teste énormément de modèles différents aussi. On teste énormément de modèles différents parce qu'il y a des modèles qui sont très forts pour répondre en fait à certains usages et d'autres modèles qui seront moins performants ou plus performants en fait dans d'autres cas d'usage. Donc typiquement, on peut très bien travailler sur différents modèles ou charger différents modèles à la volée ou autre en fonction en fait du cas d'usage adressé par nos clients. Et on a aussi beaucoup parlé de la voix lors de ce webinaire. La voix, ça reste quand même quelque chose d'essentiel en fait au niveau callbot. On a de plus en plus de demandes en fait au niveau du callbot. La compréhension de la voix, donc tout ce qui est retranscription, quand vous parlez de retranscription en texte ou inversement. Donc typiquement le callbot, qu'est-ce qu'il fait? Vous allez appeler en fait un callbot. Une fois que vous l'avez au téléphone, il va retranscrire tout ce que vous lui dites en texte. Une fois que c'est retranscrit en texte, c'est envoyé en fait au moteur DIDU, qui lui interprète et a la réponse, donc il va répondre. Et à partir de là, du coup, c'est retranscrit en voix, donc en voix de synthèse. Donc c'est une première analyse, une retranscription et l'envoi en fait de la voix en fait et de la réponse à l'interlocuteur. Donc ça, on a plusieurs axes on va dire pas de progression mais d'intégration en fait de nouveaux usages là-dessus. On a plusieurs axes aussi pour l'optimisation de la compréhension du langage naturel, mais pas que. Et on intègre aujourd'hui des voix de plus en plus humaines. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas travailler qu'avec un seul STT ou TTS. Donc, STTTS, c'est le langage technique pour la retranscription en fait en voix, de la voix en texte et de texte en voix. Et on ne va pas travailler qu'avec un seul acteur, mais plusieurs acteurs. Et à partir de là, on va regrouper en fait les différents matchings, les différentes réponses pour avoir des réponses de plus en plus fiables au niveau de notre callbot. Ouais, super intéressant. Merci beaucoup Benoît pour cette présentation. J'espère que ça a répondu à vos attentes. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, que ce soit sur le CVS, les enjeux de l'IA ou ce qu'on fait chez Didu. On sera ravis de vous répondre. On a encore quelques minutes, on a un peu débordé. Enfin, on a fait un peu plus de 30 minutes de présentation. Mais on sera ravis de prendre quelques questions, si vous en avez. On a Michel alors, qui nous dit « Les commandes à la voix sont un facteur d'intégration de l'informatique, notamment pour les personnes âgées et étrangères. » Oui, un facteur d'intégration. Ben, c'est ça, enfin, si j'ai bien compris, mais c'est aussi un des enjeux en fait de la voix, c'est de rendre la compréhension accessible à tous, peu importe l'âge ou même peut-être des handicaps, la manière dont on s'exprime.
Voilà, c'est ça, la nationalité. Donc, c'est un vrai enjeu. Quelles sont vos recommandations pour faciliter la prise de conscience de l'importance dès aujourd'hui de l'IA? Très bonne question. Est-ce que Benoît, qu'est-ce qui te viendrait spontanément? Faciliter la prise de conscience. Moi, je pense que chez Didu, en tout cas, en tant qu'acteur de l'IA conversationnelle, on a aussi notre mot à dire. Et je dirais que c'est surtout de l'éducation qu'on fait, on fait via ce webinaire de dire, en fait, voilà, quand vous sollicitez un chatbot et qui derrière est plugué à l'IA générative, en fait, c'est pas anodin quand on pose une question. Il y a vraiment une vraie réflexion de la part de l'entreprise de savoir qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais composer ma base de connaissances pour répondre, par exemple, aux questions les plus fréquentes? On sait que ça va demander moins de ressources. Ou est-ce que je vais plugger un LLM pour répondre, entre guillemets, à tout et n'importe quoi, peu importe les ressources que cela consomme. Donc, je pense que c'est vraiment important qu'on continue de dire qu'aujourd'hui, le marché est ce qu'il est et qu'on ne peut pas tout faire, même si on veut une expérience utilisateur absolument géniale. Donc, voilà, moi, je répondrais ça en tout cas. Qu'en tant qu'acteur principal en France, on a notre mot à dire et on en parle à nos clients, on en parle autour de nous, lors de prises de parole aussi. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Benoît. Oui, je pense que tu as bien répondu. Enfin, clairement, j'ai pas grand-chose à ajouter. Je pense que la prise de conscience sur l'utilisation de l'IA et comment demain adresser des usages en utilisant des modèles qui sont vraiment spécifiques en fait à ces usages-là. Déjà, ça peut réduire la consommation, ça peut améliorer la performance et la fiabilité, parce que ces différents modèles seront entraînés du coup pour répondre typiquement à ces demandes spécifiques. Donc, le fait d'utiliser des modèles ou des chats GPT qui sont capables de répondre à tout sans problème, ou des fois en fait avec quelques hallucinations, est-ce que c'est pertinent plutôt que d'utiliser un modèle qui fait que quelques gigas, qui est capable, j'exagère un peu, mais de tourner que sur des serveurs avec du CPU? Est-ce que ce serait pas plus pertinent demain, justement, pour limiter cette problématique RSE, pour limiter en fait aussi les problématiques RGPD ou autres? Voilà. On nous demande aussi si on peut donner des cas d'usage de l'IA générative déployée avec Didu. Donc, tu l'as un peu dit, et c'est ce qu'on disait que c'est en constante évolution. Alors oui, du coup, c'est en constante évolution. Donc aujourd'hui, on est au sein de notre interface. Nous avons la partie synonyme, la partie recherche proposition de formulations différentes. On a aussi comment adresser demain ou faire des phrases différentes en fonction, en fait. Typiquement, on a un client qui nous a demandé j'ai besoin que le bot, quand le bot ne sait pas, donc typiquement, c'est une connaissance que j'ai pas renseignée, en fait, au sein de mon interface IDU. Quand il ne sait pas, j'ai pas envie qu'il réponde « je ne sais pas », mais j'ai envie qu'il réponde de façon plus pertinente. En fait, ce que vous m'avez demandé, j'ai bien compris votre demande, mais aujourd'hui, on n'adresse pas les problématiques, en fait, de téléphone ou autre. Voilà. Donc, en fait, ça va être ça aussi, comment adresser demain pour rendre l'interface entre une machine et homme-machine de façon plus fluide, à ce qu'on pas pour faire croire à l'humain que c'est un humain en face, mais faire penser en fait que le bot est vraiment intelligent et qui est capable en fait de non seulement d'identifier en fait la question, mais capable de répondre en fait dans le cadre de cette question. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et après on a d'autres cas qui, c'est encore pareil sur les phrases incomprises, qui permet du coup de les adresser et de passer avec bien sûr un moteur NLU qui est chez nous, qui est basé sur du LLM aussi, qui est capable en fait de rechercher dans l'intégralité de la base de code IDU du client pour savoir si la réponse en fait est à l'intérieur, mais que la formulation n'est pas disponible ou que la connaissance en fait ne permet pas de matcher pour des raisons X ou Y. Donc voilà, il y a vraiment différents cas aujourd'hui qui sont adressés chez Didu. Demain, il y en aura encore plein d'autres, c'est sûr, par rapport à l'évolution de l'IA.
Bien sûr, si vous avez des demandes spécifiques ou autres, n'hésitez pas en fait à nous les demander pour qu'on puisse en fait étudier. Exactement. Merci Benoît. On a 2 questions aussi qui sont très intéressantes, de Yves notamment qui nous dit, on parle toujours de ChatGPT. Est-ce que les solutions françaises comme Mistral sont intéressantes? Alors oui, RATC Mistral, aussi bien le Mixtral, donc c'est le 7X8, oui c'est ça, et le Mistral 7B. Typiquement, on remarque vraiment que c'est un peu plus entraîné sur du français. On remarque vraiment que quand on lui donne un bon contexte ou un bon prompt, il est capable de répondre assez facilement en français. Donc typiquement, je pense que Mistral demain, c'est quelque chose à suivre. Et ils n'ont pas fait plusieurs levées de plusieurs millions d'euros plusieurs millions de dollars pour rien. Aujourd'hui, on détecte déjà que Mistral est plus performant que du Llama. Llama, c'est la solution de Meta. Plus performant que du Llama ou d'autres solutions LLM. Donc, on s'y penche clairement parce qu'on a des résultats meilleurs en fait avec du Mistral. Voilà. Ouais, super. Et on a une question aussi, comment est géré le speech to text chez Didu? Alors, il est géré de différentes manières. Nous, on a plusieurs justement STT en entrée, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On a aussi bien du STT propriétaire, avec du LLM qu'on va héberger chez nous. Donc, on a 2 solutions aujourd'hui qui sont hébergées chez nous. Donc, on a nos propres STT hébergés et différentes solutions comme du Google ou autre. Et en fait, c'est le match de ces différentes solutions et on va dire la correspondance et l'autociabilité qui nous permet du coup, avec différents calculs, de dire que ces 2 réponses-là ont été plus fiables et ça nous permet du coup de fiabiliser au maximum le STT. Parce qu'on peut avoir beaucoup d'écarts en fait sur typiquement si vous faites du spelling, donc c'est-à-dire épeler en fait des numéros de dossier ou des numéros de plaque ou autre, on peut avoir énormément de différences en fonction en fait du STT utilisé parce que la plupart sont entraînés en français, parce que la plupart en fait ils sont plus familiers en fait avec certains accents ou autres. Donc voilà, ça nous permet vraiment d'être plus fiable en tout cas sur la partie STT de fonctionner comme ça. Super, merci beaucoup Benoît. Moi, je vous propose de terminer là et que si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Donc, à contact@didu.ai. On sera ravis de répondre à vos questions. Merci beaucoup pour votre participation active. Vous étiez nombreux à nous avoir rejoints aujourd'hui. Vous allez recevoir un email si vous avez besoin du replay. Merci Benoît pour Merci à tous. Concernant le CES. Et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.